c'était la fin du Moyen Âge. Les bâtisseurs de cathédrales avaient perdu la foi. La peste venue d'Asie, la peste noire, ravageait les villes. La guerre dévastait les campagnes. En un siècle, la chrétienté allait perdre un tiers de sa population. Un siècle de calamité, de froidure, de découragement. L'Europe était malade de la guerre. Une guerre qui devait durer 100 ans. Les nations n'existaient pas, mais seulement des rois, des princes, des ducs, qui se disputaient des couronnes et des provinces, et des chevaliers qui servaient Dieu et leur maître. « 1415. La guerre entre le roi d'Angleterre et le roi de France dure depuis 75 ans. Tout cela pour une querelle de famille, une affaire d'héritage. Depuis 75 ans, les Plantagenets, qui sont les cousins des Valois, réclament la couronne de France. Depuis 75 ans, les Anglais ont débarqué plusieurs fois, lancé de grandes chevauchées à travers la France, remporté des victoires à Crécy, à Poitiers. Ils ont même fait prisonnier un roi, Jean le Bon. Depuis 75 ans, on se bat, pendant 6 ou 7 ans, puis on signe une trêve. On s'arrête, et puis on recommence. La France a 14 millions d'habitants. C'est le royaume le plus peuplé, le plus riche de l'Occident chrétien. Mais un royaume déchiré. Le roi Charles VI est à demi fou. Il a 47 ans. Depuis 20 ans, il a perdu la raison. Aussi 2 clans se battent autour du trône pour s'emparer du pouvoir. Les Armagnacs et les Bourguignons. L'Angleterre, elle, n'a que 3,5 millions d'habitants. 4 fois moins que la France. Mais ce petit Royaume-Uni, depuis plusieurs siècles, possède une armée redoutable, presque une armée de métier, déjà prête à partir à la conquête du monde. En 1413, l'Angleterre a un nouveau roi, Henri V. Son père, le duc de Lancastre, a arraché la couronne à son cousin. Mais sa nouvelle dynastie est encore mal assurée. Une seule solution, la guerre, et si possible la gloire. Henri V décide donc de partir à son tour à la conquête de la couronne de France. Il a 25 ans. Après une jeunesse dissipée, avec son compagnon Falstaff, il est devenu soudain pieux, austère, ambitieux. Il est sûr de son bon droit. Dieu est avec lui. Eh bien, Henri V, à partir de 1413, va revendiquer une part de plus en plus considérable du royaume de France. D'abord, il demande l'application du traité de Calais de 1360, et puis ensuite il se déclare également l'héritier de Jean sans Terre, et en tant qu'héritier de Jean sans Terre, il demande la possession de la Normandie. Alors vous voyez, ce qu'il exige, c'est d'une part le sud-ouest, le Ponthieu, et d'autre part la Normandie, qui est probablement la province la plus riche de France, la plus peuplée, et puis celle qui, à travers la Seine, à travers Rouen, deuxième ville du royaume, domine et contrôle Paris. Alors le gouvernement qui, à ce moment-là, dominait à Paris, c'était le gouvernement de la faction orléanaise, de la faction armagnac, du nom du beau-père du nouveau duc d'Orléans, Charles le poète. Eh bien, le gouvernement de Paris de Charles VI, il se montre conciliant, mais enfin, il ne peut pas tout abandonner. Et on aboutit à une impasse au courant du printemps 1415. Et de part et d'autre, par conséquent, on sait qu'il va y avoir lutte. Les Français savent que Henri V, avec une armée, va débarquer sur le continent, et ils sont assez bien renseignés pour savoir que ce débarquement interviendra en Normandie. Côté français, Philippe Contamine, professeur à l'université de Paris X. Côté anglais, Kenneth Fowler, professeur à l'université d'Édimbourg. C'est près d'ici où nous sommes, à la Cape de Lève, ancien chef de cour, que Henri V était débarqué l'après-midi du 13 août 1415. Il était embarqué en Angleterre dans les ports entre Portsmouth et Southampton dans une flotte de 1500 navires. Et il était arrivé à l'embouchure de la Seine
l'après-midi autour de 5 heures. Le débarquement a pris place ici où nous sommes, à 4 km à l'ouest d'Harfleur, où les docks du Havre se situent aujourd'hui. Il a commencé entre 6h et 7h le matin, très beau jour, beaucoup de soleil, et a continué jusqu'au 16. Il y avait beaucoup de choses à faire, de débarquer avec les valets, les pages, les chevaux, c'est-à-dire autour de 40 000 personnes en tous, et les canons, les tentes, les ponts pour le siège d'Harfleur qui va commencer le 19. Avec 14 000 combattants, Henri V met le siège devant la petite ville, entourée d'une enceinte de 4 km et qui garde l'embouchure de la Seine. Et la défense au parti des Français a été vraiment héroïque. Il y avait seulement 400 hommes d'armes dans la ville et le siège a duré même 5 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 22 septembre. Et pendant ce temps-là, ils ont été tout à fait coupés des autres parties de la France. À l'ouverture des portes, raconte la chronique, le roi d'Angleterre descendit de son cheval et se fit déchausser, et en telle manière alla jusqu'à l'église Saint-Martin, où fit son oraison. Pour Henri, ce n'était pas une victoire bien glorieuse. 400 hommes avaient tenu tête à son armée. En ce temps-là, il était plus difficile de prendre une ville que de se battre en rase campagne. Pour faire face aux invasions anglaises, la France s'était hérissée de villes fortifiées comme Harfleur et de châteaux imposants, comme celui de Fougères. La guerre de 100 ans, ça a été en grande partie une guerre de siège. Et comme les procédés d'attaque étaient inférieurs aux procédés de défense, il était très difficile pour les Anglais, à condition que les Français se montrent suffisamment tenaces, de conquérir les provinces françaises les unes après les autres. S'il n'y a pas d'armée permanente de campagne, il y a quand même des forces permanentes. Et ces forces permanentes, elles sont d'abord autour du roi. Il y a une modeste garde du corps au Louvre, à l'hôtel Saint-Paul, autour de Charles VI, c'est peu de choses. Il y a ensuite une garnison à Paris. Parce que Paris, de sentiments plutôt pro-bourguignons à cette époque, or, ce sont les Armagnacs qui ont le pouvoir, et cette garnison représente la police armagnaque. Une police méridionale détestée par ces gens du Nord. Maintenant, il y a également des forces permanentes aux frontières, autour de Calais, pour empêcher les Anglais de faire des descentes à partir de la ville de Calais, et autour de la Guyenne. Et puis, évidemment, ces forces sont très insuffisantes. Par conséquent, il faut convoquer la population apte à se battre. Et la population apte à se battre, elle a une double origine. C'est d'abord la noblesse. La noblesse qui a une vocation particulière, qui doit, en raison de sa situation sociale, en raison des fiefs qu'elle possède, le service militaire au roi. Une noblesse très composite, grande et petite, riche et pauvre, ayant une aptitude inégale à la guerre, mais cette noblesse, malgré tout, eh bien, elle a souvent participé aux campagnes de la guerre civile, par conséquent, elle sait ce que c'est quand même que se battre. Et elle a un équipement relativement convenable. Monsieur Reverso, l'armure que nous voyons ici peut-elle nous donner une juste idée de ce que portaient les chevaliers à la bataille d'Azincourt? Nous avons une armure devant nous, une armure qui est postérieure sensiblement d'un siècle à Azincourt. C'est une armure de l'époque maximilienne, une armure allemande de l'époque de l'empereur Maximilien Ier.
À cette époque, l'armure combine les influences italiennes avec le style allemand. Italienne dans les formes, c'est l'arrondi des différentes pièces, et allemande dans la décoration, dans ce décor de cannelures qui sont destinés à renforcer le métal, mais qui ont également un rôle décoratif certain. L'homme armé, l'homme armé doit-on douter? On a fait partout crier que chacun se vienne armé d'un obregon de fer. L'homme armé doit-on douter? Comment vous sentez-vous? Ça va. Je n'y vois pas grand-chose. Vous ne souffrez pas trop de la chaleur? Pas trop, ça va. C'est surtout le poids. Mais je crois que c'est une question d'habitude. Vous pensez qu'à l'époque, on pouvait vraiment vivre dans une armure? Mais à l'époque, ils étaient habitués. Et puis, je sais pas, on se sent vraiment bien protégé. On se sent à l'abri. Comment les fantassins attaquaient-ils les cavaliers? Les fantassins attaquaient les cavaliers avec des armes d'as, dont on a des spécimens ici. Ils pouvaient les attaquer également en cherchant à les désarçonner avec un désarçonneur. On opérait de la sorte. Ou avec des marteaux d'armes, le marteau d'armes servant à semer le cavalier dans son armure. Et une fois au sol, alors? Une fois au sol, évidemment, le cavalier en armure n'a pas beaucoup de mobilité, mais enfin, il peut tout de même se défendre. Quelles sont les parties de l'armure qui sont particulièrement vulnérables? La partie de l'armure la plus vulnérable est certainement au-dessous des bras, aux aisselles. Souvent, d'ailleurs, les armures portaient une rondelle qui avait pour but de dévier le coup de l'adversaire. Et alors, l'homme en armure lui-même, avec quelles armes combattait-il? Il combattait tout d'abord à la lance, il chargeait à la lance qui passait sous le bras et qui venait reposer sur cette pièce qui est accrochée au plastron. Ensuite, lorsqu'il ne se servait plus de la lance, il se servait de l'épée. L'armure était faite sur mesure, comme un collant de fer. Il était de bon ton de la commander chez les meilleurs faiseurs d'Europe, à Nuremberg, à Augsbourg et surtout à Milan. Porter l'armure était un signe de noblesse, faire la guerre, un privilège. On entrait en chevalerie comme en religion. Ce n'était pas un métier, mais un art de vivre et de mourir, à cheval, pour défendre son seigneur, son roi, sa foi. Maintenant, il faut quand même ajouter ceci, c'est que la chevalerie, dans l'idée du temps, c'était la meilleure façon de tenir les hommes au combat, n'est-ce pas? C'était, pour ainsi dire, l'expression de la discipline militaire à l'époque. Il y a une expression de l'époque, la discipline de chevalerie, disciplina militaris, n'est-ce pas? Et alors, la chevalerie, cela voulait dire cela également, ça voulait dire eh bien, le dévouement au chef, la constance, le souci des autres, et non pas du tout le souci de la prouesse individuelle, de la gloire solitaire. Et au combat proprement dit, comment se comportaient les chevaliers? Leur rôle était absolument essentiel, mais en fait, l'unité de base, c'était ce qu'on appelle la lance, ou encore le glaive, ou encore le bassinet, ou encore l'armure de fer. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de trois personnages. Le combattant proprement dit, le combattant par excellence, qui peut être chevalier, qui peut être écuyer, mais qui en général est noble, qui combat avec la lance et avec l'épée, qui a la meilleure monture, le coursier, et qui est reconnaissable parce qu'il porte une cotte d'armes. Ici, par exemple, c'est la cotte d'armes du sire d'Estouteville. Et puis, il est accompagné de deux auxiliaires, le gros valet, qui ici est à pied, avec son cheval, le sommier, qui porte les bagages, qui porte les bagues. Et puis, à l'arrière, en troisième position, il y a le page, un jeune noble, qui fait l'apprentissage des armes. Mais, somme toute, le seul combattant véritable, c'est le chevalier ou l'écuyer qu'on appelle couramment l'homme d'armes.
Ce qui fait que pour un personnage combattant, il y en a 2 ou 3 qui ne combattent pas. Exactement. Si bien que si on estime qu'à Azincourt, il y avait par exemple 10 000 hommes d'armes français, cela veut dire en fait 30 000 hommes et 30 000 chevaux. Et il faut réunir, entretenir, nourrir tout ce monde-là. Ça n'est pas simple. Le conservateur du musée du fer à Nancy, Albert France-Lanor. Comment se fait-il que d'une façon générale, on trouve très peu d'armes véritables de cette époque? On a des armes très anciennes, on a des armes gauloises, mérovingiennes, parce que on les mettait dans les tombes. Et puis, quand l'Église a eu interdit l'usage de l'inhumation avec le matériel, l'armement n'a plus été conservé. Alors on ne retrouve que ce qui a été perdu, par exemple dans des fossés de châteaux à l'occasion de batailles, et très souvent ce qui a été perdu dans des dragages dans des rivières. Les armes conservées dans l'eau sont souvent en bon état. C'est le cas de cette épée qui a été trouvée dans un ancien marécage, et c'est le cas de ces armes qui proviennent d'un dragage de la Marne à un gué. Pendant des siècles, on a traversé, c'est des armées ou ont traversé ce gué et ont perdu des armes. Et dans ce gué sur la Marne, on a trouvé des armes, depuis les armes gauloises jusqu'à des armes du XVIIIe. Il y a donc un échantillonnage très complet de l'armement, beaucoup plus complet que dans la plupart des musées. La plus belle ici, c'est une épée qui a été trouvée à Nancy et qui provient de la bataille de Nancy, donc de 1477. Mais par sa forme, par ses marques, elle est plus ancienne. Les armes, les belles armes étaient utilisées, servaient longtemps, et celle-ci est une très belle épée qui possède une marque d'un atelier d'Augsbourg et qui est un exemple de ce qui pouvait être utilisé par un chevalier à la bataille d'Azincourt. De même, cette hache d'armes qui a été trouvée dans un dragage de la Marne est également caractéristique de l'armement non pas vraiment des chevaliers, mais enfin des hommes d'armes, des hommes de guerre du début du XVe. Quelle était la fonction exacte justement de cette masse d'armes? Elle était utilisable de quelle façon? Elle était utilisable quelquefois à cheval, d'après des représentations. On voit des gens qui brandissent ça à cheval, et surtout à pied pour anéantir ou menacer un ennemi par terre, n'est-ce pas? C'est une arme à toute fin. Il y a un côté pointu qui permet en quelque sorte de piquer, de défoncer, et un coupant qui permet en quelque sorte de décortiquer la carapace. C'est une arme probablement extrêmement efficace, extrêmement mauvaise. À côté de cette noblesse qui constitue le cavalier, la cavalerie lourde, n'est-ce pas, les hommes d'armes, les gendarmes, comme on dit, eh bien, il y aura appel, recours aux gens de trait. Les gens de trait qui sont normalement d'origine populaire, ce n'est pas nécessaire, et qui sont fournis par les villes. On s'adresse aux villes qui apportent un contingent, d'ailleurs souvent assez modeste, 25, 30 arbalétriers, 30 archers, les uns montés, les autres à pied, organisés en formation qu'on appelle des connétables. Monsieur Robert Roth, l'arbalète et l'arc sont les 2 armes essentielles du fantassin à l'époque d'Azincourt. Je voudrais d'abord qu'on parle de l'arbalète, et de l'arbalète à rouet, je crois, qui est l'arbalète qui était en usage à l'époque. Oui, effectivement, l'arbalète militaire du XVe siècle est une arbalète qui est dite tantôt à rouet, tantôt à moufle, tantôt à treuil. C'est une arme assez lourde, assez difficile à manipuler, et dont l'arc est armé à l'aide d'un système de poulies et de manivelles. Il y avait un maître des arbalétriers en France qui était chargé de recruter les arbalétriers. Il y avait quelques arbalétriers français, bien sûr, mais la grosse majorité étaient des Génois. Et il y avait aussi des archers français. Il y avait quelques archers français, mais si peu que personne n'en fait mention tout au long de la guerre de 100 ans.
cette armure a l'épaisseur et la qualité du métal de ce que pouvait être une armure du temps d'Azincourt, puisque l'arbalète est une arbalète, une copie d'une arbalète ancienne. Pour nous mettre dans des conditions valables d'opération, on va essayer de perforer, de voir ce que ce carreau d'arbalète donne sur ce métal. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette expérience? Eh bien que dans un coup au but, le carreau d'arbalète est assez puissant pour percer une armure. Voilà un carreau qui a frappé de biais et qui malgré tout est rentré à percer un dossard d'armure qui doit faire 1 mm environ entre 8 et 10 dixièmes d'épaisseur. Oui, largement. Et à quelle distance? À 25 mètres environ. Ce qui est intéressant à observer aussi, c'est l'accrochage de la pointe. Tout à l'heure, vous avez eu des coups qui ont frappé sur la cuirasse, mais qui ont dévié sans que la cuirasse soit percée, parce que la pointe n'était pas suffisamment dure, n'était pas suffisamment trempée. Alors que celle-ci, probablement, était d'une meilleure qualité. Alors que la pointe ancienne, dont voici un exemple, elle accroche toujours, parce qu'elle est extrêmement dure. Alors elle permet des perforations même dans des angles tout à fait défavorables. Effectivement, on obtiendrait de meilleurs résultats avec des pointes de carreaux sémentées ou trempées. Oui, exactement, qui ne glisseraient pas. Comme les pointes anciennes. Les pointes anciennes. Qui étaient faites justement pour pouvoir aller à l'encontre de cette difficulté du profilement de la cuirasse. Mon opinion personnelle est que l'utilisation des arbalétriers en pleine campagne, en race campagne, est une erreur. Compte tenu de la lourdeur, de la difficulté d'emploi de l'arbalète, l'emploi rationnel de l'arbalète est de la défense des places fortes dans un abri relativement sûr. Mais des arbalétriers en pleine campagne avec cet engin lourd et encombrant est une erreur de tactique. Face à ces arbalétriers, face à la lourde cavalerie de la noblesse française, voici les archers anglais. Ils sont d'origine populaire, ce sont des volontaires triés sur le volet. Et surtout, ils sont liés par un contrat. Ce sont des professionnels, des soldats de métier. Voilà un arc qui ressemble beaucoup à l'arc qu'utilisaient les Anglais à l'époque de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire l'arc droit, simple courbure, qui faisait à peu près la taille de l'archer. Ce qu'on appelait le longbow. Ce que les Anglais appelaient le longbow, n'est-ce pas, l'arc long par opposition à l'arc turquois, qui était l'arc recourbé qui est utilisé au Moyen-Orient. Si l'on veut comparer l'arc et l'arbalète sur le plan coût, n'est-ce pas, il est bien évident que l'arc était une arme beaucoup plus économique, qui coûtait moins cher à fabriquer, mais c'était une arme de sportif. L'arbalète était une arme de technicien, c'était une arme mécanique, mais pour bien tirer à l'arc, un archer devait s'entraîner tous les jours et depuis sa plus tendre enfance. Parce que les arcs de guerre anglais étaient très puissants, celui-ci est déjà assez fort, il fait presque 25 kg, alors que les arcs anglais faisaient, eux, 50 kg de puissance. C'est-à-dire qu'il fallait exercer une traction de 50 kg sur la corde pour l'amener au visage. En somme, dans la grande opposition arc-arbalète, c'est bien l'arbalète la France et l'arc l'Angleterre. Oui, en gros, c'est ça. Et pour l'arbalète, quelles sont les caractéristiques principales, enfin, en opposition aux caractéristiques de l'arc? Si vous voulez, dans les avantages, il y a une grosse puissance de choc, un trait qui fait de gros ravages, et dans les inconvénients, il y a la lenteur de la mise en œuvre. On compte en gros que pour un carreau lancé par un arbalétrier, un archer anglais a le temps de lancer 8 flèches.
Octobre 1415, déjà l'automne. Henri V, débarqué en août, n'a pris que la petite ville de Harfleur, piètre succès. Son armée est mal en point. Pour avoir mangé des moules de la Seine, 2000 Anglais sont morts de dysenterie. 5000 autres ont été rapatriés. Que va faire Henri? Rentrer à Londres sur un demi-échec ou marcher sur Paris avec une armée fantôme? Les Français n'étaient pas au courant des intentions de Henri V. Ils ne pouvaient pas savoir ce que Henri V déciderait une fois Harfleur tombé. Et c'est pourquoi ils restèrent à Rouen afin de protéger Paris, qui était évidemment l'objectif majeur. Il a été tout à fait impossible de rentrer en Angleterre après le désastre d'Harfleur. Parce qu'il faut dire qu'au point de vue des Anglais, c'était tout à fait un désastre. La perte en gens était énorme, le coût en argent était énorme aussi. Et de rentrer en Angleterre à ce moment-là, avec seulement une ville, était impossible pour lui au point de vue politique. Et comme ça, il a quitté Harfleur le 8 octobre pour aller à Calais. Calais, ville anglaise. En s'y rendant, Henri V va pouvoir reconnaître la Normandie, sa terre promise. Lorsque les Français surent, grâce à leurs espions, car il semble que de part et d'autre on n'était pas passablement renseignés, que l'intention des Anglais n'était pas de se diriger vers l'est, le long de la Seine, en direction de Paris, mais vers le nord-est, en longeant la côte, en direction de Calais, les Français se décidèrent à barrer la route de la Somme aux Anglais, afin de contrôler leur marche et éventuellement de les arrêter et de les affronter. Alors évidemment, les Français avaient quelques jours de retard car ils quittèrent Rouen aux alentours du 14 octobre, à une époque où déjà les Anglais avaient gagné Amiens. Mais quelques jours auparavant, l'avant-garde française s'était portée à toute allure de Rouen à Abbeville, avait franchi la Somme à Abbeville, avait obtenu d'ailleurs le concours de la population et s'était posté au gué de la Blanche-Taque de façon à empêcher Henri V de franchir la Somme. La manœuvre de l'avant-garde française réussit. Effectivement, Henri V fut effrayé par ce rideau de troupes. Il ne voulut pas l'affronter, il rebroussa chemin et se dirigea en remontant la Somme en direction de l'Est. L'avant-garde française put ainsi suivre sur l'autre rive de la Somme l'armée anglaise et rejoindre à Amiens le gros des forces françaises qui avaient quitté Rouen quelques jours plus tôt. Le 15, les forces françaises sont au sud de Neuchâtel. Le 17, les troupes françaises se trouvent à Amiens. Le 17, les Anglais avaient encore une sérieuse avance. C'est le 20 octobre seulement, à Rouen, au cours d'un conseil de guerre solennel présidé par Charles VI, lucide ou fou, nous ne le savons pas, qu'il fut décidé, par 30 voix contre 5, d'accepter la bataille rangée contre les Anglais, de contraindre Henri V à la bataille publique. Henri V connut, par quels moyens nous l'ignorons, la décision des Français. Toujours est-il que Henri V, ayant franchi la Somme, se dirigea au plus court vers Calais, les Français longeant l'armée anglaise plus au nord, en sorte que le 24 octobre, les Français avaient une journée d'avance sur les Anglais arrêtés à Maisoncelles. La route vers Calais était coupée. Nous sommes à Maisoncelles. C'est ici et dans les petits villages autour qu'Henri V et son armée a passé la nuit du 24 octobre. Ils sont autour de 5000 personnes. Et l'armée était tout à fait nerveuse parce qu'ils ont pensé qu'ils trouvaient le mort le lendemain.
Pendant la plus grande partie de la journée du 24 octobre, de même que les Anglais, les Français s'attendirent à être combattus. Ils s'étaient installés, ils étaient massés en ordonnance de bataille au nord des hauteurs de Blangy, à peu de distance de l'armée anglaise. Et la meilleure preuve qu'ils s'attendaient à la bataille, à la rencontre pour la journée du 24, c'est que ils firent, selon la coutume, quelques chevaliers nouveaux. Ils adoubèrent quelques nobles. Et parmi ces nobles, le plus connu, c'est le comte de Nevers. Et puis, il semble que le champ de bataille, primitivement retenu, n'ait pas été jugé satisfaisant par l'état-major français, et en particulier par l'expert par excellence, c'est-à-dire le connétable de France, Charles d'Albret, qui probablement avait visité l'arrière-pays et qui décida à un moment de remonter de quelques kilomètres l'armée française vers le nord pour trouver un emplacement plus favorable, présentant le maximum d'avantages, le minimum de surprises, d'embûches. Et cet emplacement, ce fut la plaine, la grande plaine, 1 kilomètre de large environ, qui s'étend entre Azincourt et Tramcourt. Entre Azincourt, où nous sommes, nous voyons derrière nous la butte, où s'élevait jadis le château. Il a disparu aujourd'hui, mais enfin à son emplacement il y a cette grande ferme, et par conséquent la plaine d'Azincourt s'étend au-delà du château vers l'est. Et pour être sûr que les Anglais ne prennent pas cette position avantageuse, eh bien l'état-major français décida de coucher sur place. Pendant qu'il y a beaucoup de silence dans l'armée anglaise, on peut écouter beaucoup de bruit dans l'armée française qui était tout à fait à côté. On peut même écouter les gens parler l'un à l'autre. Shakespeare écrit « Les feux répondent aux feux. À leur pâle flamboiement, chaque armée aperçoit les visages de l'autre dans l'ombre. D'un camp à l'autre, les sentinelles entendent presque le mot d'ordre chuchoté en secret aux postes ennemis. Sous les tentes, les armuriers équipant les chevaliers rivent les attaches avec leurs marteaux qui donnent le signal redoutable des préparatifs. Fiers de leur nombre, le cœur confiant, les Français outrecuidants jouent au dé le sort des Anglais méprisés et moquent la nuit qui s'éloigne lentement, en boitillant comme une méchante et hideuse sorcière. Il pleuvait, il faisait froid, on alla chercher de la paille dans les villages alentours, à Ruisseauville, à Azincourt, n'est-ce pas? Mais les grands, les nobles, ceux qui avaient la plus grande volonté de se battre, décidèrent de rester là. Et pendant toute la nuit, on entendit du côté français des chants, des cris, peu d'instruments de musique, semble-t-il, et cela a frappé les contemporains. Évidemment, un minimum d'enthousiasme, on ne peut pas faire la guerre sans un minimum de confiance en soi, mais enfin, en dépit de Shakespeare, n'est-ce pas, en dépit de la légende, il n'est pas sûr du tout qu'on ait fait tellement bombance du côté français. On savait bien qu'il y avait un risque, et un risque majeur. Affronter les Anglais n'avait jamais passé pour une petite chose du côté français depuis les premiers désastres de la guerre de 100 ans. C'est ici, sur cette terre fraîchement labourée, sur laquelle on avait semé probablement du froment et du méteil, les céréales qu'on cultivait dans la région à cette époque, sur ce terrain détrempé où les chevaux avaient piétiné toute la nuit, que les Français, à l'aube du 25 octobre, mirent en place leur dispositif. Ils s'étaient confessés, ils avaient communié, ils s'étaient également réconciliés, ils s'étaient pardonnés les uns aux autres leurs torts, leurs méfaits, n'est-ce pas, dans un esprit de concorde nationale, au-delà des divisions et des rivalités qui avaient opposé Armagnac et Bourguignon. Et le commandement français, c'est-à-dire le connétable, les deux plus proches parents du roi, le duc d'Orléans et le duc de Bourbon, décidèrent de disposer l'armée française sur ce champ de bataille, 1 kilomètre de distance environ, séparant le bois d'Azincourt et le bois de Tramcourt, en 3 lignes de combat.
2 lignes à pied, les 2 premières lignes à pied et la 3e ligne à cheval. La première ligne, la plus fournie, 3000, 4000 combattants, c'était l'avant-garde. Et puis 20 mètres ou 25 mètres en arrière, la 2e ligne, la bataille proprement dite, également nombreuse, et un petit peu en deçà, sur la hauteur, restant à cheval, l'arrière-garde. Le matin du 25 octobre, Henri et son armée ont quitté Maisoncelles et le village autour. Et ils sont arrivés ici, probablement jusqu'au sud de la route de Azincourt à Trémacourt. Henri a placé les gens dans une seule ligne, avec le duc de York, avec l'avant-garde à droite, c'est-à-dire aux côtés de Trémacourt, et Henri V lui-même avec ses gens au milieu, et à l'ouest, à côté d'Azincourt, le seigneur de Camoins avec l'arrière-garde. Et Henri a mis 2 ailes d'archers, l'une à côté de Trémacourt, l'autre à côté d'Azincourt. Il a même mis des archers entre son bataille et la bataille du duc de York et la bataille du seigneur de Camoins. On redoutait énormément l'archer anglais, n'est-ce pas? Et il fallait obtenir le maximum de cohésion possible. Et comment l'obtenir? Sinon en ne bougeant pas. Néanmoins, les Français prévoyaient que le tir anglais serait redoutable, en sorte qu'ils avaient préparé 2 ailes à cheval, 2 ailes de cavalerie, l'une de ce côté-là, du côté de Trémacourt, et l'autre de l'autre côté, du côté d'Azincourt. 600 hommes de part et d'autre. À ce moment-là, il y avait des négociations entre les 2 armées, entre les Français et les Anglais. Mais quand Henri a vu que les négociations ne marchent pas, il n'y a aucun résultat, à ce moment-là, il a donné l'ordre à ses archers de tirer les flèches, n'est-ce pas? Lorsque l'avant-garde française reçut les premières flèches anglaises, finalement, elle avait le choix entre 2 attitudes. Ou bien fuir, n'est-ce pas, se retirer au-delà de la portée de l'archerie anglaise, mais c'était impossible, parce qu'il y avait tous les Français qui poussaient par derrière. Or, Dieu sait s'ils étaient très nombreux. Ou bien, seconde position, seconde décision, se précipiter sur l'adversaire pour entamer le combat en corps à corps. Mais les Français n'eurent pas ce courage. Ils commencèrent par baisser la tête pour se protéger derrière leur bouclier, derrière leur pavé, n'est-ce pas, par incliner le chef. Et puis d'autre part, ils avancèrent très timidement dans cette terre molle et détrempée, en sorte que ça commençait assez mal. Alors à ce moment-là, le commandement français décida de lancer les 2 ailes de cavalerie, prévues l'une à gauche du côté de Trémacourt, n'est-ce pas, et l'autre à droite du côté d'Azincourt. Du côté d'Azincourt, le corps de cavalerie, sous la direction de l'amiral de France, Cligné de Brabant, réussit assez bien. Ils furent assez décidés, assez déterminés, et il apparaît qu'ils atteignirent la ligne anglaise et ils massacrèrent un certain nombre d'archers anglais sans subir eux-mêmes trop de pertes. Mais au contraire, à l'inverse, du côté de Trémacourt, dans cette déclivité qu'on aperçoit là-bas, n'est-ce pas, au milieu de cette terre qui était spongieuse, spécialement détrempée, eh bien, il semble que l'aile française ne réussit pas.
archers anglais réussirent à blesser et à tuer cette cavalerie française qui reflua en désordre sur l'avant-garde, causant ainsi un commencement de désordre, un commencement de panique dont les archers anglais devaient profiter immédiatement. Oui, je crois que c'est un moment décisif, n'est-ce pas? Parce que c'est à ce moment que les archers anglais ont quitté le Jalon et ils ont avancé sur l'avant-garde français qui était à ce moment tout à fait en désarroi. Oui. Et ils ont même monté sur les hommes d'armes et ils ont pris leurs haches et crasé les têtes des hommes d'armes français. L'opposition est somme toute presque symbolique entre l'archer anglais, roturier, libre et léger, et puis l'homme d'armes français empêtré dans ses préjugés, comme il est empêtré dans son armure, et qui s'enfonce sur ce sol marécageux. Et il semble que beaucoup d'hommes d'armes, à ce moment-là, n'aient eu à peu près qu'une idée, fuir, quitter le champ de bataille. Et ils faisaient appel à leurs valets d'armes pour les tirer de là dès qu'ils se sentaient vaciller, dès qu'ils étaient jetés à terre. Et les archers anglais étaient si préoccupés de massacrer, de prendre des prisonniers, qu'ils ne songeaient pas à poursuivre ceux qui quittaient le champ de bataille. Je pense, enfin du moins les contemporains eux-mêmes pensent que si les Français avaient montré plus de détermination, eh bien la face des choses aurait été changée. Et certains groupes de Français montrèrent cette détermination. En particulier, vous savez, ce fameux groupe de 18 gentilshommes picards. Ces 18 gentilshommes picards qui avaient juré d'atteindre la personne même de Henri V pour le tuer, pour le faire prisonnier, que sais-je, ou bien d'y laisser leur peau. Et effectivement, ces gentilshommes atteignirent Henri V et ils frappèrent le haume, le bassinet de Henri V, un bassinet sur lequel le roi avait fait placer une couronne impériale, une couronne cerclée. Et on raconte que le bassinet reçut un coup et que la couronne fut endommagée. Il y a quelques paysans du coin, peut-être avec les gentilshommes, qui a attaqué le bagage. Il y a deux choses qui ont pris place à ce moment. Les gens du paix ont attaqué le bagage en même temps que l'arrière-garde français quittait le champ de bataille. Quittait les champs de bataille. Il a semblé à Henri que l'arrière-garde français ont rallié. Et il a pris peur parce qu'il a pensé qu'il y a un danger à ce moment au parti anglais dans le champ de bataille. Et il a donné l'ordre à ses capitaines, à ses hommes d'armes, de tuer les prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers à ce moment dans l'armée anglaise, dans les rangs anglais, n'est-ce pas? Et le roi a donné l'ordre à un de ses capitaines d'aller avec 200 hommes pour faire cette exécution, n'est-ce pas? Ça. Mais quand même, il a gardé les prisonniers les plus importants. Par exemple, le duc d'Orléans. C'est ça. Celui-là, on l'a épargné. Au point de vue politique, c'est très important, je crois. Oui. Mais enfin, ce fut un massacre abominable. Les contemporains, d'ailleurs, le constatent, l'écrivent, Jean Lefebvre en particulier. Mais ce ne fut pas un massacre vraiment prémédité. Toujours est-il qu'au bout de 3 ou 4 heures de combat, il semble que Henri V ait été complètement maître du champ de bataille, qu'il n'y avait plus aucune résistance du côté français, les gens étaient en fuite, etc., n'est-ce pas? Et Henri V put, à ce moment-là, disons, contempler le paysage. Oui, c'est ça. La bataille a duré autour de 4 heures. C'est ça, jusqu'à Vêpres. Il a demandé jusqu'à Vêpres.
décidé peut-être dans le premier demi-heure, n'est-ce pas? Mais on a pris beaucoup de temps pour négocier les rançons des prisonniers et tout ça. Oui. Mais au fin, il a demandé à l'héros, peut-être Jean Lefebvre, qu'est-ce que c'est le château là-bas? Et l'héros a répondu, c'est le château d'Azincourt. Et on lui a dit, il faut que toutes les batailles soient nommées de le château le plus proche à la champ de bataille. Je nomme cette bataille la bataille d'Azincourt. Comment la mentalité de l'époque a-t-elle ressenti le désastre d'Azincourt? Il faut évidemment replacer la bataille d'Azincourt dans une certaine conception de la guerre. Une conception de la guerre qui est proprement médiévale, avec ses doubles origines, à la fois germaniques et chrétiennes, et qui dure à peu près autant que le Moyen-Âge, mais dont il y a sûrement des survivances postérieures. Et cette conception de la guerre, c'est que la bataille rangée, c'est la guerre par excellence, le point culminant. Et la bataille rangée, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu où les deux adversaires, en champ clos, en respectant vraiment les règles du jeu, dans l'honneur, n'est-ce pas, sans recours à aucune espèce de ruse, acceptent de s'affronter et acceptent de reconnaître que le vainqueur, c'est celui voulu par Dieu même. En sorte que le vainqueur peut très bien être moins nombreux. Si Dieu décide de donner la victoire au petit nombre contre le peuple innombrable des fourmis ou des sauterelles, eh bien c'est le petit nombre qui l'emportera. Et de même, les Anglais ont eu recours à cette image biblique, n'est-ce pas? Tout royaume divisé contre lui-même périra. Eh bien la France de l'époque était divisée contre elle-même, il était normal qu'elle périsse. En sorte que du côté de Henri V, la victoire d'Azincourt a été ressentie essentiellement comme une reconnaissance par Dieu de la légitimité des prétentions anglaises. Et du côté français, on a trouvé une sorte de subterfuge. Dieu ne donne pas raison aux Anglais, Dieu ne dit pas que les Anglais combattent pour le droit, mais Dieu a voulu punir les Français, et spécialement la chevalerie française, de sa mauvaise conduite, du fait que cette chevalerie était dissipée, aimant le luxe, aimant les festins, les fêtes, immorales. Et c'est surtout évidemment une explication de Claire, mais qui probablement correspond à une certaine conception de la guerre profondément ancrée dans la mentalité du temps. Et cette conception a-t-elle en fait complètement disparu? Je ne crois pas. Sûrement, elle survit encore au XVIe siècle. Et après tout, je ne suis pas sûr qu'encore aujourd'hui, il n'en subsiste pas des vestiges. Vous vous souvenez par exemple qu'en 1940, eh bien, il y avait une explication toute faite pour rendre compte de la défaite française. C'était la faute à Gide, la faute à Proust. Azincourt, la bataille la plus sanglante de la guerre de 100 ans. Azincourt, le tombeau de la chevalerie française. Sur le champ de bataille gisent plus de 2000 princes, ducs, comtes ou barons, toute la fine fleur de la noblesse. Charles d'Albret, grand connétable de France, Jacques de Châtillon, amiral de France, le seigneur de Rambure, grand maître des arbalétriers, les ducs d'Alençon et de Brabant, les comtes de Marle, de Grandpré, de Fauconvert, de Foix, de Beaumont, de Vaudémont, une royale compagnie de morts, dit Shakespeare. 7 ans plus tard, le roi d'Angleterre portera les 2 couronnes. La France et l'Angleterre, un seul pays. On se prend à rêver. Mais 15 ans plus tard, Jeanne d'Arc boutera les Anglais hors du royaume et fera sacrer Charles VII à Reims. Jeanne d'Arc, la première patriote. Finalement, l'interminable guerre de 100 ans avait enfanté le nationalisme et la monarchie absolue. Dans le désastre d'Azincourt avait sombré le monde féodal. Le Moyen-Âge allait mourir. La France allait naître.